We never know where we're going, but we sure as hell ought to know where we are. We're no longer in an easy money environment. If it's the change I think it is, then what you should have in your portfolio going forward can be very different from what it has been. Le monsieur que tu viens de voir au début de la vidéo n'est autre que Howard Marks, un célèbre investisseur américain. Sa performance en bourse depuis la création de son fonds est d'environ 19% par an. Malgré 2 livres best-sellers aux États-Unis, il n'est pas encore très connu du marché français et dans cette vidéo, je vais réagir à l'interview qu'il a donnée il y a quelques semaines au magazine Bloomberg. Dans cette interview, il va te partager les différentes opportunités qu'il pense qu'il y aura demain pour un futur proche, pour de l'investissement, mais également les risques et les changements qu'il voit dans le marché actuel. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo, surtout si tu veux gérer correctement tes investissements sur les marchés financiers afin d'aller chercher de bons rendements. Si d'ailleurs ce genre de contenu te plaît, pense à lâcher un pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. I'm not a futurist, I'm not a forecaster. I don't make forecasts for the most part. But I think that, what I say is we never know where we're going, but we sure as hell ought to know where we are. And if we can be analytical about what's going on in the markets today, that has implications for tomorrow. On ne sait pas exactement où on va. En revanche, on peut exactement savoir où l'on est. C'est très important que tu retiennes ça parce que aujourd'hui, c'est vraiment une des bases de l'investissement. Tu ne peux pas prédire le futur. Personne ne peut prédire le futur. Il y a plein de gens sur Internet, à la télé, qui vont te dire « Oui, mais ça, c'est l'avenir, c'est demain. L'hydrogène, ça va exploser. L'IA, ça va exploser. Le NFT, le Bitcoin, ça va exploser. » La réalité, c'est que personne n'en sait rien. En revanche, ce qu'on peut savoir et ce qui est ton travail en tant qu'investisseur, la chose que tu dois savoir, c'est ce qu'il en est aujourd'hui et ce qu'il en était dans le passé. C'est-à-dire, par exemple, avant d'investir dans une entreprise, tu dois savoir que fait l'entreprise aujourd'hui, quels sont ses chiffres, comment elle a réagi à des événements qui peuvent être similaires à ceux qu'on a aujourd'hui dans le passé. Comment elle a réagi, comment elle a évolué, quels ont été les challenges qu'elle a rencontrés. Vraiment essayer de comprendre un maximum où en est l'entreprise ou l'actif dans lequel tu veux investir aujourd'hui et comment il peut surmonter potentiellement les challenges de demain en fonction de ce qu'il a fait par le passé. En revanche, tu ne vas pas faire de prédiction, ça va faire ci, ça va faire ça, parce qu'en réalité, on n'en sait pas grand-chose. La seule chose que tu peux faire et qui est très importante à faire et qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Hier, c'était comme ça. Donc, je suis parfaitement au courant de ce qu'il se passe. Je suis parfaitement au courant de ce qu'il y a. Et en ayant connaissance de ça, je décide d'investir ou de ne pas investir parce que je pense que potentiellement, c'est des bons atouts pour le futur ou pas. Mais il ne faut pas commencer à faire l'inverse, à se dire « Ah ben tiens, c'est le futur parce que demain tout le monde utilisera l'IA » ou « C'est le futur parce que demain tout le monde utilisera une voiture hydrogène ou électrique » ou que sais-je. Non, il faut plus regarder l'entreprise, ce qu'elle fait et est-ce qu'aujourd'hui elle est déjà en place, est-ce qu'aujourd'hui elle a les clés pour rester solide. And that third sea change is basically that interest rates are not coming down anytime soon, and we have to live in a higher interest rate environment for quite some time. Is that fair? It's about fair. What I would say is that remember in 1980, the Fed funds rate was 20, and I had a loan outstanding from a bank at 22.25. 40 years later, the Fed funds rate was 0, and I had a loan outstanding from a bank at 2.25. So the decline of interest rates by 20 percentage points over that period was a dominant factor in the financial world. I think it was the most important single event in the financial world. C'est pour ça aussi que cette interview s'appelle Sea Change, entre guillemets. C'est parce que selon lui, on va avoir un événement majeur, quelque chose qui va vraiment changer les courants, changer les tendances dans l'investissement, changer ce qui pourra fonctionner. Parce que pour la première fois, potentiellement, on va connaître une période de taux d'intérêt qui sont croissants, alors que depuis 40-50 ans, on n'a eu que des taux d'intérêt décroissants. Et ça, c'est vraiment le grand changement parce que on sait à quel point les taux d'intérêt influencent le marché, parce que des taux d'intérêt qui sont élevés, ça signifie des dettes plus difficiles à rembourser, des dettes potentiellement plus difficiles à acquérir. Si aujourd'hui, par exemple, des entreprises font faillite, et c'est parce qu'elles ne sont pas capables de rembourser leurs dettes. Parce que regarde, une entreprise, elle va contracter une dette, disons, à 5%. Ok ? Elle rembourse sa dette avec ses bénéfices, elle a ses marges qui sont saines et tout ça. Maintenant, la dette passe de 5 à 8%. Eh bien, tu vas avoir, et que ces bénéfices ne bougent pas,
tu vas avoir 3% de bénéfices en moins parce qu'ils doivent rembourser plus d'intérêts sur la dette. Tu vas avoir une grosse partie de cette dette-là qui vont être enlevés des bénéfices parce qu'il faut repayer ça. Maintenant, imagine en plus de ça, vu que les taux d'intérêt sont hauts, l'économie va être plus au ralenti, ben, tes bénéfices vont baisser parce que l'économie est au ralenti, mais en plus d'avoir des bénéfices qui baissent, tu vas devoir payer plus de dettes. Donc au bout d'un moment, c'est un cercle vicieux et tu peux plus rembourser ta dette, donc tu te retrouves à devoir faire faillite. Et ça, c'est important et c'est quelque chose à comprendre que probablement l'Eldorado qu'il y avait sur le business des 30-40 dernières années, ce sera beaucoup plus compliqué que ça et qu'il faudrait être beaucoup plus sélectif dans le type d'entreprise qu'on va choisir. Sans doute qu'il faudra bien vérifier que les entreprises sont capables de payer leurs dettes et également que les entreprises n'ont pas trop de dettes, qu'elles ne soient pas trop affectées si la dette continue d'augmenter. Si la dette rebaisse directement, si les taux d'intérêt, quand je dis la dette, rebaisse directement, ça va être bien, mais s'il continue de rester haut pendant longtemps, ça peut poser problème à des entreprises qui sont surendettées ou alors qui n'ont pas des très bons scores de dette, ce qui fait qu'elles vont payer vraiment très cher ces intérêts et ça risque de leur être préjudiciable pour le futur. What I said in the memo is that rates are likely to be between 2 and 4, not between 0 and 2, the Fed funds rate. And, between 0 and 2 is an emergency measure. And, rates were, the Fed funds rate was 0 probably the majority of the time in the 09 to 21 period. And that's inappropriate. It stimulates. You can't live on a shot of adrenaline every morning for 13 years. Ici, ce qu'il essaie de dire et de faire comprendre, c'est que des taux d'intérêt bas, donc des taux d'intérêt inférieurs à 2%, ce sont des mesures exceptionnelles parce qu'il y a un événement majeur. Par exemple, la crise de 2008, les subprimes, l'éclatement de la bulle Internet, quelque chose vraiment qui vient affecter les marchés, qui vient affecter l'économie. Dans un cas de figure comme ça, oui, on donne ce shoot d'adrénaline pour refaire partir les marchés, pour les booster. Le problème, c'est que ça fait des années maintenant que depuis 2008, on est sur des taux d'intérêt globalement faibles, sans vraiment de raison. C'est-à-dire que les marchés l'économie a pu repartir, l'économie a pu être relancée après le crack de 2008, mais on a toujours eu des taux d'intérêt faibles. Et donc là, on est en train, entre guillemets, de commencer à payer le prix parce qu'on s'est habitué à des taux d'intérêt faibles, on s'est habitué à ce que le crédit soit facile, à ce que c'était simple de rembourser, à ce que la dette soit gratuite, entre guillemets, et maintenant elle devient quand même assez élevée. Des taux d'intérêt sains devraient être entre 2 et 4% d'ailleurs selon lui. Et là, vu qu'on était trop longtemps en dessous de 2%, c'est un petit peu comme un sportif qui se met de la testostérone et qui jette des piqûres de testostérone à haut degré. Il va avoir des gros résultats, il va prendre du muscle, il va devenir massif. En revanche, sur le long terme, sa santé va vraiment se dégrader parce que de 1, il ne fait pas ça de façon saine et de 2, il s'en met tellement que tous ses organes, les autres choses sont tellement surchargés qu'ils fonctionnent beaucoup moins bien. Et donc sur du court terme, certes, il va avoir d'excellents résultats, il va exploser. Par contre, sur du long terme, son cœur va être en danger, probablement son cerveau, son système cardiovasculaire, etc. vont être en danger et risquent de réellement l'affecter. Donc c'est ça que tu dois essayer de comprendre. Avec l'économie, c'est globalement pareil. Si tu injectes trop de liquidités, si tu imprimes trop de billets, si en plus de ça, tu as des taux d'intérêt qui sont très bas, c'est pas forcément positif sur du très long terme parce qu'au bout d'un moment, tout va être surchargé et donc il faudra forcément un jour ou l'autre en payer le prix. Donc là, globalement, ce qu'il essaie de dire, c'est que potentiellement les taux d'intérêt vont rester soit élevés pendant longtemps, soit qu'ils vont commencer à baisser, mais qu'on ne devrait pas retrouver des taux d'intérêt comme on a pu l'avoir avant, qui étaient entre 0 et 2%, que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, et si ça arrive, ce n'est pas quelque chose de normal. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, hein, loin de là, mais que ça devrait quand même arrêter, la Fed devrait arrêter de mettre ça et de le faire uniquement en cas de mesure d'extrême urgence. If you came into this business since 1980, which is almost everybody, you have only seen declining interest rates or ultra low interest rates. People tend to say, well, that's what it's been for 40 years. That's normal. That's what it's going to be. But no, you have to recognize it. That's why I call this sea change, because you have to recognize this is an important pivot. Et donc là, ce qu'il veut expliquer, c'est que, étant donné qu'on a toujours connu des taux d'intérêt qui étaient décroissants, ce qui profite en général à quand même beaucoup d'actifs, eh bien là aujourd'hui, le fait qu'on risque de commencer à avoir des taux d'intérêt croissants ou des taux d'intérêt qui sont plus aussi bas qu'ils auraient pu l'être,
ça va créer une sorte de pivot. Et ce pivot fait que les actifs qui étaient très rentables au cours des 30 dernières années, par exemple, potentiellement commenceront à être moins rentables et qu'on aura d'autres actifs qui, eux, prendront le dessus. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver quels vont être ces autres actifs ou alors quels sont les actifs qui étaient avantagés avant, qui vont continuer d'être prospères, d'être bien. Quoi qu'il en soit, une chose est quasiment sûre, c'est qu'une entreprise qui a un faible niveau de dette et qui gère parfaitement sa dette, en règle générale, elle devrait être globalement protégée par tout ça parce qu'elle n'est pas trop impactée par la dette. Elle est impactée par ses clients parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat, mais elle reste pas énormément impactée étant donné qu'elle n'a pas d'énorme intérêt à payer à la banque. If it's the change I think it is, then what you should have in your portfolio going forward can be very different from what it has been. You know, the S&P has returned, S&P 500 stock index has returned 10% a year plus, just a little over 10, for 100 years. That was enough to turn $1 in 1920 into $15,000. That's a good rate of return. Today, you can get equity-type returns from what we call credit instruments, loans, corporate loans, loans for buyouts. Donc, selon Howard, ici, on serait une chose qui pourrait être une belle opportunité pour les années à venir, c'est des crédits. D'investir dans des crédits, de faire du crédit pour les autres, parce que tu pourrais avoir potentiellement des retours sur investissement plus ou moins similaires aux retours qu'on a sur des equity, donc sur les actions, sur tout ce qui est actions, mais là avec des instruments qui sont entre guillemets plus safe, parce que si une entreprise fait faillite, eh bien, elle doit d'abord payer les personnes qui lui ont prêté de l'argent, et ensuite, avec les actifs, tout ça, elle commence à payer les actionnaires. L'actionnaire est vraiment payé en dernier, c'est celui qui prend le plus de risques. Là, avec de l'investissement dans de la dette, eh bien, potentiellement, tu es déjà payé avant si l'entreprise fait faillite, mais en plus de ça, si elle ne fait pas faillite, tu peux obtenir des retours sur investissement qui seront, entre guillemets, similaires à ce que peuvent produire comme retour sur investissement les actions et les marchés financiers. Donc ça, selon lui, ça peut être une belle opportunité sur ce pivot d'aller mettre plus d'argent sur des choses qui sont liées à la dette, d'aller mettre de l'argent sur la dette, de financer de la dette, parce que c'est quelque chose qui pourra t'apporter de bons retours. The other thing about Treasury bills is that that's the return you're going to make in the next 30 days. But 30 days from now, when you get your money back and you go to reinvest, it may be 3 or 4. So you haven't tied up a return for a period of time, which we want to do. Donc là, il expose un petit peu le problème des Treasury bills. Je ne sais pas ce que c'est l'équivalent en français, mais aux États-Unis, c'est une sorte de dette court terme, d'obligation très court terme, et sur 30 jours, sur un an, on va dire maximum. Et l'idée avec ça, en fait, c'est que ton cash te rapporte. Bah oui, les taux d'intérêt sont élevés, tu peux pourquoi pas aller mettre ton argent sur les Treasury bills et faire ton 5%. Mais premièrement, moi, mes clients, ils veulent pas faire 5%, sinon ils me paieraient pas. Ce qu'eux, ils veulent, c'est avoir plus que 5%, ils veulent au moins 7%. Et deuxième chose, c'est que ton Treasury bills, pour le moment, les taux d'intérêt sont élevés, donc oui, ils te rapportent ton 4 ou ton 5%. Mais dans un mois, potentiellement, il te rapportera 3%. Dans 3 mois, peut-être que ce sera 2%. Et donc, à cause de ça, tu ne peux pas vraiment t'en servir comme outil d'investissement sur du long terme. Tu peux pourquoi pas faire ça sur du court terme rapidement, mais sur du long terme, tes retours sont tellement incertains parce qu'ils dépendent absolument pas de toi et ils dépendent surtout des taux d'intérêt, de comment le gouvernement américain décide la Fed, par exemple, décide de gérer sa politique monétaire. Donc, c'est ça le problème avec les Treasury bills, c'est que tu as un retour, mais c'est pas parce que tu as fait pendant un an du 5% avec les Treasury bills que l'année d'après, tu pourras faire ça. Parce que s'ils mettent le Treasury bills à 2-3%, tu seras obligé d'accepter tes 2-3% si tu n'as pas les capacités d'aller investir sur d'autres outils. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les obligations avec ça, parce que ça peut très vite te piéger, surtout pour ce qui est des obligations d'État ou des Treasury bills. Are you worried about our ability to pay off this debt? And if we can't, will it devalue the dollar? It's clearly worrisome. There's never been a bankruptcy of the U.S. or a country like it, so we don't know what's going to happen. Right now, the U.S. dollar is what's called the reserve currency of the world, and we get to print them. And we can print, in the short run, we can print as many as we want. And as long as that's the case, we're not going to go under. Là,
On revient un petit peu à ce qu'on disait au tout début, qu'il faut savoir où on est pour éventuellement essayer de comprendre ce qui pourrait se passer dans le futur, même si c'est totalement indécis, mais il faut connaître où on est. Et là, clairement, avec la dette américaine, il dit c'est quelque chose qui est globalement inédit. C'est-à-dire que jamais les États-Unis ont fait faillite et jamais un pays de cette puissance a fait une faillite suite à une dette de ce style. Donc là, on est clairement dans une situation où on ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer, on ne peut pas vraiment savoir comment ça va évoluer. Par contre, les faits, aujourd'hui, c'est que le dollar américain, c'est la monnaie de réserve mondiale, c'est une monnaie très puissante, les gens croient au dollar américain, les pays veulent du dollar américain, et ce qu'il en est également, c'est que notre dette, la dette américaine, eh bien, il suffit d'imprimer des billets pour, entre guillemets, la rembourser. C'est comme si tu avais une credit card, une carte de crédit, et il te suffisait d'avoir un compte en illimité pour les rembourser et tout ça. Donc au final, ça ne fait pas trop de sens et c'est pour ça que c'est quelque chose qui peut être effrayant pour le futur et qui n'est pas normal, qui n'est pas logique. Donc ça peut amener à quelque chose d'assez inédit dans l'histoire de la finance. No, I do think that today's Fed funds rate of 5.25 to 5.5 is a restrictive measure designed to cool off the economy and inflation. And when the inflation abates, as it seems to be in the process, I think that the Fed funds rate will settle out lower. Donc là, ouais, il confirme pour lui, la Fed risque de baisser ses taux d'intérêt dans un futur relativement proche, parce qu'ils sont sur une mesure restrictive avec ces 5,5% pour vraiment calmer l'économie et faire en sorte de la ralentir. Donc, en règle générale, ils devraient commencer à baisser les taux d'intérêt dès qu'ils commenceront à voir ces signaux. Et leur but, c'est vraiment pas de faire en sorte que les États-Unis restent la première puissance, reste une des plus grosses puissances économiques mondiales et reste surtout un des pays où c'est le mieux pour aller faire du business, où c'est vraiment un endroit bien pour développer du business, faire grossir l'entreprise, etc. Et surtout avoir de l'innovation. Donc, ils ne veulent pas se mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce genre de choses, donc ils risquent quand même de baisser les taux d'intérêt prochainement. Warren Buffett always talks about Ted Williams, who batted 400. It means 60% of the time he was out at the plate. The great investors are right 60%, 70%, maybe 80% of the time. If you're the kind of person who has to be right all the time, you shouldn't be in investing. Ici, tu as une leçon d'une importance primordiale sur l'investissement. C'est que si tu veux avoir toujours raison, ça ne sert à rien que tu sois investisseur. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tu ne pourras jamais avoir toutes les entreprises dans ton portefeuille, tous les investissements que tu feras gagnants. C'est pas possible. Sur du long terme, c'est pas possible. Il y en aura forcément certains que tu choisiras qui ne seront pas des bons coups, qui ne seront pas des entreprises intéressantes, où tu feras soit des erreurs, soit que tu n'as pas forcément fait d'erreurs. C'est juste que vu que tu ne peux pas prédire le futur, ben, l'entreprise ne s'est pas comportée comme tu avais pu l'imaginer et qu'elle n'a pas répondu aux attentes qui avaient été imaginées. Et ça, c'est OK. Tu dois être totalement OK avec ça. Il disait, regarde, 60% de taux de réussite, c'est déjà très bien pour un investisseur. Donc, ne commence pas à te flageller si tu fais des mauvais investissements ou quoi que ce soit. Il faut que tu regardes sur du long terme et surtout que tu acceptes le fait que 100% ce n'est pas possible et que tu n'essaies même pas d'avoir 100%. Que tu investis juste avec tes convictions, avec les connaissances que tu as, que tu fasses bien tes recherches pour savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, comment ça s'est passé, etc. Et une fois que tu as tout ça, tu fais tes investissements. Il y aura des gagnants là-dedans, il y aura également des perdants et c'est juste de faire en sorte d'avoir plus de gagnants ou que les perdants soient des perdants qui ne soient pas énormes, donc de bien gérer ton risque. C'est très important de bien gérer ton capital. Par exemple, en investissant pas plus de 10% dans une société, au moins grâce à ça, tu te retrouves s'il y en a une qui va vraiment mal, à perdre uniquement 10% de ton portefeuille. What is the most common investment mistake that the average person makes? What would you say? Number one is that people believe in the ability to predict the future, either their ability or others that they can identify. And in general, I agree with John Kenneth Galbraith, who said there are two kinds of forecasters, the ones who don't know and the ones who don't know they don't know. I think that the average person has to learn that they don't know what the future holds and nobody else does either. The other thing is people believe that there's kind of a direct and mechanical linkage. If a company has a good event, the securities do well. If they have a bad event like earnings, securities do poorly. But that's not the case because there's a intermediate step, which is people's reaction. So it's not just whether the event was positive, it's how people reacted to the event that determines the impact on the security prices. And that's two different things. So you can't forget
the psychological and human factor. Tu dois absolument accepter que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas et que tu ne peux pas prédire le futur. Personne ne peut prédire le futur. Si quelqu'un te dit qu'il peut prédire le futur, en général, c'est un charlatan. Personne ne peut savoir ce qui va se passer dans le futur. Personne ne peut dire oui, mais l'IA, ça va être la révolution. Cette entreprise va tirer profit de l'IA. En fait, personne n'en sait rien. Tout ça, c'est que du vent, c'est que du marketing, c'est que pour faire acheter des choses. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. La seule chose qu'on peut savoir, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il y a dans le présent. Et il faut essayer, avec les armes qu'on a, de potentiellement bien se positionner pour des tendances qui pourraient aller dans le futur. Mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, il faut faire très attention à ça, surtout quand on veut investir, surtout quand on est un particulier, et de ne pas tomber dans l'avidité du gain rapide, du gain facile avec les nouvelles opportunités qui peuvent arriver, qui peuvent voir le jour sur les marchés. C'est tout pour cette vidéo. En lien dans la description, tu peux accéder directement à ma stratégie d'investissement en bourse. Je t'ai préparé une présentation dans laquelle je te dévoile tous les piliers de ma stratégie et surtout pourquoi j'ai choisi d'investir de la sorte. Le lien se trouve dans la description et c'est accessible gratuitement. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi également en commentaire ce que tu en as pensé et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.